Écoutez, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette première séance complète et régulière, on va dire, du séminaire, de cette deuxième mouture, de cette deuxième année du séminaire international Arcane, donc qui débute aujourd'hui par une présentation de moi-même et de Nelly Winans, qui porte donc sur ces deux présentations sont issues de la réflexion sur ce que nous avons convenu d'appeler les arts trompeurs et qui sont donc l'un des axes centraux de nos travaux de recherche dans le groupe Arcane. L'utilisation que nous faisons de cette expression historique, les arts trompeurs, et le sens que nous lui donnons ont évolué. Et c'est un peu ce dont je vais faire état aujourd'hui. Nous utilisons l'expression les arts trompeurs de façon beaucoup plus critique, je dirais, et même peut-être même avec une charge d'ironie maintenant par rapport à au début de nos travaux. Nous avons aussi donc assez rapidement, nous avons établi des liens entre la tromperie, et j'utilise le mot tromperie entre guillemets, ou la présumée tromperie des arts trompeurs et cet univers socio-numérique que nous connaissons et qui nous paraît gangrené qui sont toutes les manifestations du mensonge, en pensant que les mêmes procédés y étaient à l'œuvre. Alors, il me semble qu'à présent, et c'est l'objet de ma présentation, qu'on doit revenir sur cette correspondance. Si ces deux champs d'activité communicationnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, partagent certains éléments et ils ne sont pas des doubles. Ils n'en sont pas au même niveau de développement. Les littératies les concernant ne sont pas du même ordre, n'ont pas la même profondeur historique. En un mot, si les phénomènes à l'œuvre dans les arts trompeurs éclairent les phénomènes qu'on observe dans le monde socio-numérique, ce qui justifie amplement l'examen comparatif auquel nous les soumettons dans le cadre de notre projet Arcane, on aurait tort d'y voir les manifestations d'une même dynamique de la tromperie, et je dirais que c'était peut-être un peu ça l'angle de départ, les manifestations d'une même dynamique de la tromperie. Ce n'est pas tout à fait l'idée que je défendrai aujourd'hui. En d'autres termes, QAnon, le monde socio-numérique du fake, des fake news, du deepfake, de l'hyperstition dont Fabien va nous entretenir dans deux ou trois séances, et qui provoque l'emballement qu'on observe actuellement dans nos médias de masse, ne sont pas une version 3.0 des arts trompeurs. Alors, je me permets de revenir sur ces derniers, les arts trompeurs, une brève présentation. Le groupe de recherche des arts trompeurs, qui est donc était antérieur au projet Arcane et dont le projet Arcane est d'une certaine façon une émanation. Donc, le groupe de recherche des arts trompeurs, Deceptive Arts, est une nébuleuse à géométrie et à ampleur variable qui s'est mobilisée autour de projets précis qui ont fédéré avant la pandémie, donc jusqu'à 150 chercheurs et chercheuses internationaux. Ce vaste chantier a été lancé à l'initiative, entre autres, de Giusy Pisano, notre collègue Giusy Pisano, professeur de cinéma à l'École nationale supérieure Louis Lumière au début des années 2010, et avait et a toujours l'appui de différents laboratoires comme le LISA, le laboratoire de littérature, savoir et art, ou le TALIM, le laboratoire théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité, les deux laboratoires français, BIMAGIC, un gros projet interdisciplinaire de IOS, l'excellence en sciences, en Belgique, qui est consacré, BIMAGIC est consacré à la lanterne magique auquel participe Nelly, qui va me succéder comme présentatrice. Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature québécoise, le CRILC, et le Centre de recherche intermédiaire sur les arts, les lettres et les technologies, le CREAL de l'Université de Montréal. Donc, tous ces centres de recherche sont partie prenante, participent
aux travaux, aux activités des arts trompeurs. Donc, les arts trompeurs reposent sur, comme nous les comprenons, reposent sur une esthétique illusionniste qui se situe dans une longue filiation historique et il se déploie en autant d'extensions de nos capacités corporelles et cognitives. On supposait d'eux qu'ils étaient capables de tromper, j'utilise encore le mot entre guillemets, de tromper nos sens. Et c'est précisément cette forme de tromperie que les penseurs du grand siècle dénonçaient. Alors, si je fais allusion au grand siècle, c'est que, selon mes recherches, l'expression art trompeur remonte en effet au XVIIe siècle. Elle est attribuée à un médecin, sauf erreur, à un médecin français, en tout cas dans l'état actuel de nos recherches. Elle est attribuable à un médecin français qui était aussi un célèbre numismate de l'époque, Charles Patin, qui, lors d'un voyage en Allemagne dans les années 1670, a assisté pour la première fois à un spectacle de lanterne magique. Donc un média tout nouveau à l'époque qui avait donc encore les vertus d'une attraction. Il a vu dans ce spectacle de lanterne magique l'exemple le plus frappant, le plus évident de tous ces arts, et le mot vient de lui, de tous ces arts de l'illusion qui, et là je le cite, avec la règle et le compas, dérègle tous nos sens. Fin de la citation. Une citation qui date de 1674 dans son récit de voyage. Le livre est à la BNF. Qui dérègle tous nos sens, et là je le paraphrase, et qui cherche à reproduire le réel avec tant d'efficacité qu'il pouvait troubler le spectateur, ces arbres, troubler le spectateur, au point que celui-ci confondait la source de sa réplique, la réalité et l'inventé, l'objet et sa représentation. Tous des mécanismes qui sont liés à la mimésis à Platon et Aristote et qui, dans ce contexte singulier et alarmant pour Patin, défendent ce qui paraissait alors indéfendable, c'est-à-dire la compossibilité de mondes différents. Ce qui nous a particulièrement intéressé dans le récit de voyage de Patin, c'est l'assistance du médecin sur la médiation elle-même et plus encore sur son dispositif technique. La règle et le compas qui sont les instruments de base et en même temps fondateurs de la géométrie plane, c'est-à-dire d'un monde original, existant, mais inventé. De façon métaphorique, la règle et le compas renvoient évidemment aussi à la science, et j'insiste sur ce premier aspect de la réflexion consacrée à la médiation, qui est assez rare à l'époque et qui est au cœur de la théorie intermédiale et de la pensée de la médiation aujourd'hui, c'est-à-dire cet intérêt pour les processus de médiation ou de création artistique, et non pas seulement, comme ça a été longtemps le cas, sur leur résultat, c'est-à-dire l'œuvre d'art elle-même. Ainsi, tout en condamnant l'action de la science, Patin dresse un pont entre science et art de façon très concrète. Il s'alarme du fait que, comme je le disais, que la science, donc du latin scientia, ce qui signifie connaissance, ait pour effet de troubler notre rapport au monde présumément vrai. Je cite quand même Michel Blais, donc, qui, dans son dictionnaire des concepts philosophiques de 2008, va un peu dans le même sens, en disant que la connaissance, je cite, la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée entre autres sur l'observation rigoureuse. Cette science devrait mener à une meilleure connaissance de la réalité. J'arrête la citation, je paraphrase, dont nous faisons partie et qui brouille dans les faits et de façon délibérée, selon Patin, nos rapports avec la réalité nous entraînent dans de fausses, entre guillemets, dans de fausses vérités, donc dans le mensonge, nous trompe. L'attaque de Patin est en fait bifrontale. Il s'insurge contre les arts qui trompent, entre guillemets, et il condamne la complicité de cette science sans morale, qui se pose en fait en rival de la morale et cherche à lui succéder. À la base de cette pensée de Patin, qui fait écho à une longue et puissante école de pensée, il y a évidemment une conception binaire du monde où s'opposent le vrai et le faux, ce qui évidemment, à l'ère de la post-vérité où nous nous trouvons, cause problème, parce que ce monde binaire est en grande partie inopérant. Ainsi, l'interprétation de Patin comprend trois épaisseurs, la connaissance, la morale et la religion, auxquelles font écho le vrai, le bien et le divin comme valeur supérieure de la vie. Le parallèle avec l'univers socio-numérique actuel est à première vue assez frappant. Marqué par l'avènement du deepfake, des fake news, cet univers atténue considérablement
notre capacité, ou semble atténuer considérablement, notre capacité individuelle à détecter les dissimulations et autres manifestations de la tromperie. L'efficacité et l'abondance de celles-ci vont jusqu'à mettre nos démocraties à risque. Encore récemment, le Washington Post déclarait que les affirmations de Trump relatives au Big Lie, donc des élections de 2020, élections qu'il considère truquées, étaient la plus grande menace à la démocratie américaine. D'autant plus que Trump et son équipe s'activent depuis des mois, révèle le Washington Post, pour faire élire ou désigner des scrutateurs républicains qui seraient plus enclins à appuyer les accusations de trucage du vote que les résultats comptabilisés en fonction des usages en cours. Bien sûr, comme les arts trompeurs, les puissances du fake jouent sur les ressorts de l'illusion pour séduire les foules et leur faire vivre des émotions fortes, fondées sur un vaste éventail de ressentis, de l'émerveillement à la colère. Mais alors que les arts trompeurs aujourd'hui affichent, dans la vaste majorité des cas, leur recours à l'illusion, les puissances du fake semblent l'occulter. La situation actuelle révèle en effet une rupture majeure entre ces deux sphères illusionnistes. Le système qui fournit des repères partageables, tout en assurant l'évolution de ce qu'on peut considérer vrai, n'est plus uniformément opérant. Comme si la littératie acquise par le public dans le champ des arts trompeurs restait embryonnaire dans celui de l'informationnel. Les arts trompeurs, qui ne trompent plus grand monde, dans la plupart des cas, révèlent en creux la nécessité d'accélérer cette littératie terriblement lacunaire dans le monde socio-numérique actuel. Nous n'avons pas de détails sur les réactions du public qui assista au spectacle de l'entente magique qu'évoque Patin. Était-il vraiment subjugué, à l'instar de ces spectateurs présumément horrifiés lors de la projection du train entrant dans la gare de La Ciotat? Les arts trompeurs reposent sur donc une esthétique illusionniste se situant dans une longue filiation historique, mais est-ce toujours et encore sur le mode de la tromperie? C'est la question que je pose. Ils activent nos sens, mais est-ce bien en les trompant? Les fictions littéraires et cinématographiques, tout comme le théâtre, ont ainsi historiquement multiplié les détournements de sens et d'essence afin de déjouer les attentes des spectateurs pour mettre en œuvre certaines des stratégies qu'on est en droit d'assimiler en certaines circonstances et à certaines époques à de la tromperie ou à de la dissimulation, comme l'a fait Patin. Mais il faut admettre que la plupart du temps, cette mise en œuvre a été transparente et est transparente, le public acceptant ce détournement ludique et y participant de plein gré pour des raisons qui le concernent. On peut présumer qu'il y a trouvé son compte. C'est particulièrement vrai des spectacles de magie moderne, où c'est paradoxalement la stratégie de la dissimulation qui fait l'objet du spectacle. Comment assimiler dans ce contexte la dissimulation à de la tromperie, alors que celle-ci est connue et partagée? Dans les films de fiction, les technologies de simulation et de manipulation de nos perceptions depuis Méliès se trouvent évidemment au cœur des effets visuels à travers une esthétique illusionniste visant à nous faire éprouver différents aspects de la réalité des images projetées à l'écran. Les stratégies en cause activent la suspension volontaire ou non, provisoire, intermittente de l'incrédulité, comme l'a qualifié Coleridge au XIXe siècle. Cette incrédulité, donc, propre à instaurer un cadre pragmatique qui régit l'entrée dans ce que chacun nomme le régime fictionnel ou le régime ludique. Parfois, ces formes artistiques mettent en jeu les limites de la fiction en cherchant délibérément à brouiller ce cadre, par exemple dans les jeux en réalité alternée ou dans le théâtre documentaire qui connaît une forte vogue en Occident aujourd'hui, afin d'augmenter les effets de crédibilité ou d'immersion au sein du récit. Mais c'est assumé et encore une fois partagé. En peuplant l'imaginaire contemporain, par exemple, les utopies et dystopies futuristes mettent en cause les questions d'identité entre l'humain et les êtres artificiels qui se multiplient, par exemple dans les films de science-fiction, qui sont devenus par ailleurs des laboratoires de pensée, selon la formule de Jameson, mais sans créer cet effet de panique provoqué par Orson Welles dans son émission radiophonique célèbre La guerre des mondes en 1938. Ces dispositifs fictionnels interrogent le devenir humain en activant ce que Deleuze appelle donc la puissance, il insiste sur le singulier, la puissance du faux, qu'il ne faut pas comprendre comme la reconduction dépoussiérée d'une opposition binaire et millénaire entre un vrai et un faux qui, au plan moral, se conçoit comme un combat entre le bien et le mal, mais comme une convergence d'agentivité
qui font effectivement que l'actuel et le virtuel sont distincts, mais indiscernables, et continuellement en réaction dans ce que Karen Barad qualifie de dynamique intraactive, c'est-à-dire intraactive, car justement, les composantes en jeu n'ont pas d'autonomie, pas de contour stable qui permettrait d'établir deux pôles en opposition. Cette puissance du faux, producteur d'indiscernables, donc, mobilise aujourd'hui les concepts de transhumanisme et post-humanité pour mettre en question les limites poreuses entre l'humain et le non-humain, par exemple, dans la filiation de l'histoire des automates. Ici, la figure du simulacre est particulièrement sollicitée, allant de l'humain de synthèse à des technologies numériques plus efficaces. Ce dispositif illustrerait, j'insiste sur le conditionnel, illustrerait bien la remarquable performativité des algorithmes dans leur capacité à produire des mondes différents. Il intervient non seulement dans la manipulation discutable, il est vrai, de figures publiques, mais également dans le domaine de la médiation, particulièrement au sein des pratiques culturelles et artistiques. Par exemple, excusez-moi, j'ai un début de rhume. Par exemple, on a ressuscité récemment la figure de Salvador Dali dans le cadre d'une exposition muséale. L'efficacité, et le cinéma multiplie aussi ses reproductions. L'efficacité redoutable de telles techniques illustre bien la façon dont une technologie de simulation, en participant à une médiation, peut jusqu'à un certain point induire cette indiscernabilité qui, notons-le quand même, ne provoque pas de rupture anomique. Si l'on s'en tient au champ théorique, on constate qu'après Nietzsche, les défenseurs du concept historique de vérité se font en effet très discrets. Et même au sein du public en général, le concept de vérité n'a plus le pouvoir de ralliement qu'il avait en raison justement des abus dont il a été l'objet, de la part de ceux-mêmes qui s'en faisaient les champions. Qu'on pense au comportement de certains prêtres catholiques ou à cette mémorable présentation, j'en parle parce qu'il vient de décéder, cette mémorable présentation devant l'ONU du secrétaire américain à la Défense, Colin Powell, qui a fait basculer la diplomatie internationale en 2003 à partir d'images floues, présentées comme des preuves incontestables, comme une vérité donc, de la présence d'imposantes quantités d'armes de destruction massive en territoire irakien, et ce qui a évidemment lancé la deuxième guerre d'Irak. Ce qui explique bien la méfiance de Nietzsche qui affirme, et je cite Nietzsche, la vérité apparaît comme une créature bonasse et aimant ses aises qui donne sans cesse à tous les pouvoirs établis l'assurance qu'elle ne causera jamais à personne le moindre embarras, car elle n'est après tout que la science pure. Et synthétisant la pensée de Nietzsche, Deleuze précise, je cite, « Il n'y a pas de vérité qui, avant d'être une vérité, ne soit l'effectuation d'un sens ou la réalisation d'une valeur. » Fin de la citation. Le paradoxe est fort. La conceptualisation de la vérité se base sur la référence à des mondes spéculés, nous dit Marie-Noëlle Dutreix. De façon plus terre-à-terre, l'astrophysicien David Elbaz affirmait, je cite, « L'énorme majorité de ce qu'on dit aujourd'hui en science, actuellement en science, ne vient pas de ce qu'on voit, mais est déduit du cadre théorique dans lequel on place ce qu'on voit, d'où le risque d'illusion. » Fin de la citation. Ainsi, on voit bien que selon son cadre pragmatique et d'interprétation, tel phénomène de médiation serait considéré comme relevant de la fiction ludique ou de la supercherie. Mais là, dans une belle incohérence, la question de l'intentionnalité des agents dans l'acte médiatique, mais aussi les régimes de confiance et de croyance dans lesquels il agit. Il importe donc de réexaminer cela. Si les arts trompeurs peuvent nous éclairer sur la conjoncture présente du socio-numérique, il existe entre les deux des écarts importants qui ne sont pas que d'ordre temporel et qu'il convient de souligner. On notera d'abord avec étonnement que les études théâtrales qui, dans les années 1970 et 1980, étaient en quête d'autonomie à l'égard des études littéraires et en quête aussi de reconnaissance et de légitimité, et qui, dans ce but, donc, ont beaucoup emprunté à l'arsenal conceptuel des études cinématographiques, tant pour le son que pour l'espace ou la scénographie. Donc, les études théâtrales sont restées assez imperméables au concept central de puissance du faux que Deleuze a développé au cinéma autour et à partir de l'image cristal. Non pas que les théâtrologues ignoraient Deleuze et ce qu'on appelle aussi en Amérique du Nord la French Theory. Au contraire, ils citaient abondamment Deleuze, mais de façon très large, très générale. Mais Deleuze était cependant
en études théâtrales très peu étudiées et ces hypothèses et modèles étaient peu appliqués. Il n'existe à ma connaissance qu'un seul article qui traite par exemple en profondeur de l'image cristal au théâtre. Il est dû à la théatrologue allemande Sigrid Merckx qui, assimilant l'image virtuelle, donc à la dimension virtuelle de l'image cristal à l'image numérique, en conclut que l'image cristal par excellence au théâtre survient quand des acteurs vivant sur scène, donc jouant live sur scène, sont projetés par vidéo en temps réel sur un écran sur la même scène. Évidemment, c'est assez réducteur, surtout quand, depuis Artaud, on sait que le théâtre traîne toujours son double et qu'à la suite de Jean Duvigneau, on sait que toute scène renvoie à ou évoque des fantômes que Duvigneau appelle avec affection nos ombres collectives. Dans l'un des essais marquants publiés dans le champ des études théâtrales à la fin du XXe siècle, le théâtre post-dramatique, le théatrologue allemand Hans Tiesleymann a cette remarque toute laconique qui ne se trouve que dans la version originale allemande, qu'on ne trouve pas dans les versions françaises et anglaises subséquentes du livre. Pour lui, aussi bien, je cite, aussi bien dans le cinéma classique que dans le théâtre traditionnel, qui qualifie donc de dramatique, le temps n'est représenté qu'indirectement, soit comme sujet, soit comme élément du drame. Tandis que dans le cinéma moderne, et donc dans ce qu'il qualifie lui de théâtre post-dramatique, ou théâtre de la postmodernité, là je vais faire l'assimilation pour faire simple. Donc le temps, je cite, le temps n'est pas représenté, mais se manifeste en lui-même. Le temps n'y apparaît pas dans l'image comme image, sous la forme de l'image, à savoir ici l'image cristal, une image donc qui serait génératrice de narration falsifiante, selon le modèle dolouzien. Et cette image donc qui rendrait indiscernable le réel et l'imaginaire, le vrai et le faux, l'objectif et le subjectif, etc. Alors, en gros, ce que Liman exprime, et je pense ce qui rend bien compte de la situation, c'est que la question de l'indiscernable était déjà assumée dans le monde du théâtre. J'avancerai donc l'hypothèse que si le débat entourant la puissance du faux et l'indiscernabilité conséquente a eu bien peu de résonance au théâtre et au sein des études théâtrales, c'est tout simplement parce que l'hypermédia théâtral, pour reprendre l'expression de Phil Kappenbelt, avait déjà fait de l'indiscernabilité son principe performatif et représentationnel. Cela allait de soi, et c'est également vrai de la plupart des arts historiquement associés aux arts trompeurs. Et c'est là probablement la plus grande différence entre les arts trompeurs, dont le théâtre, et le monde socio-numérique, des fake news, du deepfake et des faits alternatifs. Le théâtre semble, dans le cas notable du théâtre documentaire, à délaisser le système de bivalence vrai-faux au profit de la logique ambivalente de l'indiscernable. À cet égard, on peut même avancer que la crise qui secoue le monde socio-numérique à laquelle les médias de masse font puissamment écho en ce moment peut être pensée comme une manifestation régressive, comme un retour à un système traditionnel, celui des oppositions binaires où des nouvelles vérités se substituent aux anciennes, alors que les arts trompeurs sont, eux, centrés sur l'indiscernable. Les spécialistes du patrimoine, confrontés à la nécessité de distinguer ce qui est patrimonial de ce qui ne l'est pas, de ce qui ne le serait pas, ont eux aussi assez vite compris que la vérité était une construction et non pas un donné indépendant. Ils ont développé le modèle des régimes d'authenticité qu'on a utilisé et qui offre une voie donc intermédiaire entre le régime des binarités traditionnelles, celui donc de vérité que condamnait Nietzsche, le vrai contre le faux, et l'indiscernabilité assumée que je discerne dans le monde du théâtre et des arts trompeurs contemporains. La question de l'authenticité est dans ce contexte inséparable de celle de la médiation, principalement quand celle-ci mobilise les technologies de production ou de reproduction du son et de l'image, y compris l'image en 3 dimensions. L'hypothèse défendue est la suivante, donc l'hypothèse du régime d'authenticité. L'authenticité qui fait que l'on croit au résultat, donc c'est l'hypothèse des gens du patrimoine, des spécialistes du patrimoine. L'authenticité qui fait que l'on croit au résultat d'une médiation correspond à cette dynamique délicate, donc le régime d'authenticité, qu'on peut décrire de la façon suivante. L'authenticité est le produit d'une logique triadique
où une autorité, premier élément, atteste d'une vérité, deuxième élément, grâce à la légitimité, troisième élément, qu'elle tire de cette capacité d'attestation dont elle est pour un temps détentrice. Alors la puissance de ce régime réside dans le fait que tout changement dans cette dynamique, par exemple un changement d'autorité ou une perte de légitimité d'autorité, remet évidemment en cause ce qui avait été déclaré authentique précédemment. Ce sont ces remises en cause ou ces ruptures qui provoquent les changements de régime d'authenticité. Alors, les notions d'authenticité et d'autorité sont donc inextricablement liées dans cette logique, mais la nature de ces liens évolue et se complexifie. Des phénomènes tels que le travestissement par le truchement d'agentivité humaine ou non humaine expliquent le changement de régime, mais non pas la logique de l'authenticité. Peu importe que ce dont il est question soit vrai ou faux, imaginé ou démontré. Ces régimes relèvent tant de notre capacité à identifier et à rendre compte de la crédibilité des sources que de la pertinence des figures d'autorité sur lesquelles nous décidons d'appuyer notre jugement et les régimes de croyance que nous mettons en jeu dans notre action interprétative. Selon une certaine vulgate, ce serait la disparition des autorités en contexte numérique qui aurait pour conséquence la perte de repères dans l'espace du web actuel et la difficulté d'en valider les informations, ce qui rend de plus en plus difficile donc l'évaluation de leur crédibilité, faisant ainsi place à un relativisme à tout craint. Il serait plus juste d'affirmer que leurs modalités se transforment alors que de nouveaux acteurs remplacent les anciens ou s'y superposent et que les plateformes dominantes du web déterminent ces nouveaux modèles d'autorité pour en façonner les modalités. Dans ce cas, les régimes d'autorité reposent non pas sur des schèmes coercitifs, mais sur la confiance que leur confèrent les usagers et usagères à travers leurs usages quotidiens. Et cela renvoie à un dernier aspect trop peu étudié encore, celui de l'agentivité de ces usagers et de ces usagères, précisément. Dans le domaine du spectacle d'humour américain, le concept de creditability, donc créditabilité, s'est substitué à celui donc plus historique, plus familier de crédibilité. Dans le contexte d'un art vivant, qui est aussi un art trompeur, la crédibilité renvoie au principe de fidélité de la reproduction au modèle. On note que les humoristes de tous les pays jouent à cet égard et précisément sur l'indiscernabilité entre personnage et persona, entre autofictif et autobiographique, entre vécu et inventé, etc. Mais de toute façon, ce n'est pas là l'enjeu. La créditabilité qui établit la valeur du billet du spectacle, en passant, donc une retombée réelle, repose sur la reconnaissance du spectateur, du plaisir qu'il éprouve au spectacle de ses performances singulières. Ici, l'indiscernabilité ne pose pas de problème, elle est assumée, elle est intégrée. Cela nous renvoie donc à la nécessité de revoir les hiérarchies de ce qui fait les qualités d'une médiation et de recentrer la réflexion non pas sur le vrai et le faux, comme ça semble être le cas dans les grandes réflexions actuellement sur le monde socio-numérique, mais sur l'expérience de ce que Rancière appelle le spectateur émancipé que nous sommes devenus. C'est là que les arts trompeurs et leurs effets et leur déploiement sont le plus à même d'éclairer les dynamiques actuellement à l'œuvre dans le monde socio-numérique. Et je terminerai par un exemple qui illustre que pourraient être ces spectateurs émancipés, que la puissance du faux ne met pas en danger, mais au contraire renforce dans sa capacité à participer d'une médiation. C'est cette agentivité particulière qui fait ressortir l'expérience d'une visite à la grotte de Lascaux que j'évoque en conclusion. Le site web de Lascaux, donc cette célèbre grotte ornée donc de peintures rupestres, indique proclame en fait que, et ce qui est vrai, que la grotte de Lascaux est la grotte ornée la plus visitée du monde. Or, la grotte ornée la plus visitée du monde est un facsimilé. Petit retour sur l'histoire de Lascaux. Donc Lascaux est découverte, les ruines ont été, pas les ruines, la caverne a été découverte par accident en 1940 par des adolescents. Entre 1940 et 1950, il y a une grande controverse dans le monde scientifique
à savoir si Lascaux est un canular ou n'est pas un canular, et donc un vrai ou un faux, quoi. Et ce n'est qu'à la fin des années 50 qu'il y a un consensus scientifique pour affirmer donc l'authenticité des grottes. Dès 55, les fouilles se ruent à Lascaux, et ce qui amène les premiers indices, donc ce qui produit les premiers indices, ce qui entraîne les premiers indices d'altération des peintures. Et en 1960, on découvre ce qu'on appelle la maladie verte, qui est provoquée par donc l'effet de l'émanation de dioxyde de carbone induit par la respiration des visiteurs. Excuse-moi, Jean-Marc, de t'interrompre juste pour te signaler là qu'on a débordé. On a débordé. J'ai 2 minutes, je finis. Parfait. Merci, excuse-moi encore. C'est bon, c'est bon. Donc, en 63, le ministre de la Culture, des Affaires culturelles, André Malraux, décrète la fermeture. Et en 70, devant les protestations de la foule, du public, en 70, on met en œuvre donc, un facsimilé qui est ouvert en 1983 et qui est Lascaux 2. Alors, Lascaux 2 va être très visité. Le succès de Lascaux 2, donc, est un facsimilé réduit d'une partie seulement de la grotte, va être enrichi de Lascaux 3, qui est une espèce de Lascaux 2 en pièces détachées qui voyage à travers le monde. Et en 2016, on ouvre Lascaux 4, qui est un super Lascaux 2, donc c'est l'ensemble de la grotte qui est reproduit. Alors, je voudrais parler de Lascaux 4 en me demandant pourquoi les gens font des centaines ou des milliers de kilomètres pour voir une grotte ornée, qui est en fait une fausse grotte, et qui en sortent malgré tout satisfaits et heureux, et en toute connaissance de cause. Je voudrais revenir sur l'expérience, et je finis là-dessus, de visite de Lascaux 4, qui montre à quel point l'indiscernabilité elle-même peut être transparente. L'idée de tromperie y est exclue dans la mesure où jamais on induit le visiteur à penser qu'il visite la grotte originale. Le facsimilé est assumé. L'indiscernabilité réside plutôt dans les comportements qu'impose la visite de la fausse grotte. On nous prévient qu'il faut nous habiller chaudement car il fait froid dans la fausse grotte, qu'il ne faut pas prendre de photos parce que ça peut altérer les reproductions des peintures rupestres, qu'il faut se chausser adéquatement car le sol est accidenté et peut-être glissant. On nous dit de rester en groupe par mesure de sécurité. On peut se perdre dans la grotte. Et lors de ma visite, la guide nous a parlé de façon très personnelle en nous remerciant d'accepter de visiter un facsimilé, car en faisant cela, on permettait, par les revenus que ça occasionne, la sauvegarde et la préservation de la grotte originale, dont en fait, on ne sait pas très bien où elle se situe dans tout l'espace environnant. Lascaux 4, donc, à l'instar de certains musées historiques ou commémoratifs, comporte des sections scientifiques qui légitimisent l'entreprise, donc des secteurs historiques qui reproduisent par exemple la découverte de la grotte par les adolescents et leurs chiens en 1940. Mais j'ajouterais pour l'anecdote que j'ai tenté de revisiter la grotte l'après-midi même de ma première visite et je n'ai pas pu le faire car Lascaux 4 était occupé par une équipe de la télévision japonaise qui, vu le succès remporté par Lascaux 3 à Tokyo, venait donc faire un reportage pour donner une meilleure idée à Tokyo, aux habitants de Tokyo, de ce qu'était Lascaux. Alors on le voit, et je finis là, ce qui ressort ici, c'est l'efficacité d'une médiation et la qualité d'une expérience spectatorielle optimale, sans intention de tromper, sans risque d'être trompé. En ce sens, Lascaux 4 entre bien dans la catégorie contemporaine des arts trompeurs, fondée sur une indiscernabilité érigée en un principe fondamental d'expérience spectatorielle. Merci. Alors, merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette analyse. En fait, pour la première fois, on commence à justement travailler cette hypothèse qu'on a à la base cette intuition non démontrée finalement, qu'il y aurait des rapports à établir entre l'espace des arts trompeurs, le domaine même des arts trompeurs et ce qui se passe, évidemment, on est tous témoins sur la scène publique actuellement donc des mensonges politiques et puis des effets dans l'espace socio-économique, des effets de tromperie.
Alors, je dirais que peut-être que tu vas peut-être un peu rapidement dire que oui, tout à fait, c'est différent, c'est deux secteurs qui sont différents, mais je pense on a possibilité de trouver des liens. Je pense par exemple à la fameuse question de l'économie de l'attention qui est tellement importante évidemment dans la dynamique euh, numérique actuelle, de l'écosystème numérique actuel et comment on peut trouver presque des racines, je pourrais presque parler de racines dans le spectacle de magie, évidemment, que tu as bien étudié. Lorsqu'on sait qu'il y a une figure qui s'appelle Bernays, je pense que c'est Édouard, je ne suis pas certaine, Bernays, qui était à la fois un magicien qui est venu dans des traditions du spectacle de magie et qui a fondé la notion même d'opinion publique, qui a été donc extrêmement impliqué dans les campagnes, par exemple, dans les années 50, dans les campagnes pour la promotion du tabac, alors que les scientifiques, à ce moment-là, justement, le consensus scientifique était en train de s'établir à l'effet qu'il y avait un lien, une relation de cause à effet entre la cigarette et le cancer. Alors, je prends cet exemple. D'abord, on est dans un espace de médiation des années 50, mais on voit qu'il y a effectivement des passages et ça m'amène à cette notion d'indiscernabilité dont tu parlais pour la scène théâtrale. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris comment tu l'amènes pour la scène théâtrale, mais je pense que c'est vraiment un des moteurs importants justement de l'espace des fake news actuels, cette idée de l'indiscernabilité, c'est-à-dire que les frontières, effectivement, sont en train de se brouiller. Tu as parlé de l'authenticité, qui est une question de jeu entre la légitimité et les autorités. Et puis, on est en plein dans cette dynamique où, justement, le problème, c'est l'indiscernabilité, il me semble, dans l'espace numérique contemporain ou dans l'espace médiatique contemporain. En fait, l'indiscernabilité cause problème si, et là, je ne suis pas un exégète de Deleuze, mais je renvoie à Deleuze, l'indiscernabilité cause problème si on maintient comme fondamentales les catégories du vrai et du faux. Mais l'indiscernabilité, c'est au contraire la révocation de ces catégories-là. Donc, c'est ça que j'essayais d'expliquer. Au théâtre, il n'y a l'indiscernabilité au théâtre ne cause pas de malaise, ne cause pas d'inconfort. Et ça en cause encore moins dans le domaine, par exemple, de l'humour, qui attire beaucoup plus de monde, en tout cas en Amérique du Nord, mais je pense en Europe aussi, attire beaucoup plus de monde que le théâtre, en fait, que tous les arts, tous les arts vivants réunis. Donc, en fait, c'est que ce que j'essaie de dire, c'est que le- la discussion qui a lieu dans le champ socio-numérique actuellement, qui domine, est en fait un retour, c'est pour ça que je parle de régression, est un retour à cette imposition d'un système binaire dont dans les arts trompeurs, on s'est débarrassé. C'est ça ce que je dis. Alors quand, par exemple, Patin, la réaction de Patin dans le spectacle, face au spectacle de Lanterne Magique, son courroux, son émoi, est comparable à des choses qu'on entend actuellement par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais ça n'existe pas, ça, dans le domaine des arts trompeurs ou du théâtre actuel. La question de l'indiscernabilité est assumée. Donc, la question du vrai et du faux ne se pose pas. Et je voudrais juste préciser, là, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je veux souligner quand même le cas particulier du théâtre, de ce qu'on appelle le théâtre documentaire. Le théâtre documentaire, donc, chaque pièce de théâtre documentaire comporte une présentation qui est en fait un manifeste, hein, et qui explique comment le spectacle a été fait, sur quelle base il a été fait, etc. Évidemment, ce qui ressort à chaque fois, c'est la fidélité à quelque chose de passé, qu'on donc reproduit avec le plus de fidélité possible. Et là on retourne à ce moment-là dans un système binaire avec le vrai et le faux, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que et c'est là que le régime d'authenticité fonctionne.
les gens du patrimoine fonctionnent. Si par exemple, et ça arrive peut-être, mais si par exemple un spectacle de théâtre documentaire s'avérait faux, c'est-à-dire non conforme à ce qui est annoncé dans sa présentation, l'autorité en place, c'est-à-dire l'institution théâtrale, l'exclurait. Donc, il y a ici, on a, dans ce cas très précis des arts trompeurs, on a une autorité qui assume d'une certaine façon une vérité. Mais à part ce cas très précis, ça ne fonctionne pas comme ça dans les arts trompeurs. La norme, c'est l'indiscernabilité, et l'indiscernabilité, c'est tout simplement que l'imaginaire et le non-imaginaire, le réel, etc., cohabitent, ce sont des mondes compossibles, et cette compossibilité ne cause pas de problème. Voilà. Alors, très rapidement, je te dirais, Jean-Marc, je pense que c'est dans le cas de toute fiction. Tout le mécanisme fictionnel, et puis je revenais à Aristote, par exemple, qui parlait qu'il ne fallait pas déterminer l'espace du discours en fonction du vrai, mais en fonction du vraisemblable. Alors, je vais rapidement parce que, bon, je vais faire l'office de modératrice aujourd'hui. Il nous reste, j'aimerais aussi pouvoir passer la parole à Nelly, à notre deuxième invité, mais on a une question de Fabien, une intervention également de Samuel. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est de poser les questions et répondre après. Oui, tout à fait. Alors, soit que c'est une intervention brève, si Fabien, tu peux faire une intervention brève, ou sinon, moi, ce que Samuel propose justement, c'est qu'on passe à notre autre personne et en essayant de… Poser les questions, mais les réponses après. Oui, tout à fait. Donc, ah oui, d'accord, oui, On au pose moins les de questions. pouvoir intervenir. Ça va être très court. Alors, Fabien, allez. Ça va être très court. Merci Jean-Marc pour ta présentation. C'était très stimulant. En fait, je voulais juste, je vais venir moi avec d'autres binarités. J'espère que ça ne va pas trop t'embêter pour juste creuser la notion de… les notions que tu as proposées, d'indiscernabilité. La grotte de Lascaux m'a fait penser à deux binarités. La première, c'est dans ton exemple, la tension entre la mimésis, c'est-à-dire le faire semblant. On fait semblant que nous sommes dans la grotte de Lascaux, sachant pertinemment que nous ne sommes pas dans cette grotte, et le simulacre, dans le sens, vous savez que j'ai une passion pour Baudrillard, et le simulacre qui est un peu différent parce que le simulacre, c'est une copie à l'identique de quelque chose qui n'existe pas, c'est donner les signes d'un réel qui n'existe pas. Ce qui me fait penser à un deuxième couple comme ça qui est beaucoup utilisé pour analyser les fake news, c'est la tension entre le mensonge, donc c'est-à-dire je dis quelque chose qui est faux, mais je sais qu'il y a une vérité quelque part qui existe, donc il y a cette intentionnalité, et pardonnez-moi l'expression, c'est un peu vulgaire, et le bullshit qu'on doit à Harry Frankfurt, qui lui développe cette idée pour penser justement ce rapport très, très curieux qu'on a avec le mensonge ou le vrai. C'est-à-dire, en fait, on n'a aucun rapport avec le vrai ou le mensonge. On veut juste dire quelque chose du moment que ça fonctionne. Donc, il y a une sorte de… Le bullshit, la personne Donald Trump est probablement un bon exemple, peu importe que ce soit vrai ou que ce soit faux, du moment que ça existe. Alors, je ne sais pas si cette double binarité serait intéressante pour rapprocher les arts trompeurs et peut-être ce qui se passe dans les médias sociaux numériques. Mais c'est exactement la notion de post-vérité d'ailleurs, en telle qu'elle est travaillée maintenant. C'est justement, en fait, c'est de dire que la vérité devient inefficace comme concept pour penser le monde. Alors, je ne veux pas prendre la place non plus. Donc, Samuel, est-ce que tu voudrais intervenir? Oui, alors très rapidement, très court, pour ne pas faire trop long. Moi, l'indiscernabilité, ça m'a fait penser au discernement d'abord. Et comme tu parlais de Deleuze, au pli, le livre de Deleuze où il analyse Leibniz et dans lequel il met en avant le fait que le discernement, c'est ce qu'on appelle l'âme des individus. Et il me semble que dans ce qui se passe dans les technologies socio-numériques aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une indiscernabilité, il y a une confiscation du pouvoir de discernement. C'est-à-dire que on va demander aux gens de s'exprimer en cliquant sur le j'aime de Facebook, mais donc on récupère bien quelque chose, on va en faire des traitements qui ne sont absolument pas discernables par l'individu. Donc là, on dirait c'est de l'indiscernabilité. Oui et non, parce qu'on a quand même cette idée de pouvoir retirer ce discernement pour en faire quelque chose. Et là, l'autre référence auquel je pense, c'est le pendant du discernement qui est l'agir.
C'est-à-dire que les sémiologues du groupe MU ont montré qu'il y avait un parallèle entre pouvoir de discernement et pouvoir d'agir. Et que le pli, c'est justement le moment où pouvoir de discernement et pouvoir d'agir se mettent en adéquation. Se mettent en adéquation pourquoi? Pour faire un choix. Et donc, peut-être que ce qui se pose aujourd'hui dans le cadre des technologies socio-numériques, c'est que est-ce que la confiscation du pouvoir de discernement des individus n'aurait pas pour conséquence aussi une confiscation de leur choix et du coup de leur agir? Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui pose problème à travers ces réseaux sociaux, c'est bien comment ça pourrait orienter une action politique et notamment un vote, donc quelque chose de très concret. Question qui ne se pose pas dans les arts trompeurs de la grotte ou du spectacle de magie, parce que même s'il y a cette indiscernabilité, on n'essaye pas de confisquer l'agir des individus, mais au contraire, on leur laisse libre, et un des objectifs étant justement de stimuler leur agir à travers ça. Alors, Jean-Marc, en tout cas, si tu peux réserver ta réponse pour qu'on puisse donner la parole donc à notre autre invité. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent réagir? James, ce serait peut-être le temps de te passer la parole pour tes commentaires sur les discussions. Ah oui, merci beaucoup. Très intéressant, les deux présentations, je trouve ça passionnant. Les réflexions qui me sont venues pendant les deux présentations, c'est la question de l'historicité. C'est quelque chose de caché dans le post-truth. On suppose qu'avec le post-truth, en fait, on entre dans un régime où la vérité et le mensonge se mélangent de manière indiscernable. Mais en fait, post-truth, c'est l'époque contemporaine qu'on peut comprendre, et je pense qu'ici, les remarques de Jean-Marc étaient très intéressantes, comme un régime d'authenticité ou de vérité émergente par rapport à, et en différenciation à, un autre régime d'authenticité qui était précédente. Et l'autre régime d'authenticité n'était pas post-truth, c'était supposé d'être truth, mais dans cet autre régime d'authenticité, il y a autant de confusion entre la vérité et le mensonge, sauf que les autorités, la légitimité sont différents. Donc, une partie de la conceptualisation du post-truth et de notre époque contemporaine, c'est vraiment de comprendre l'époque précédente comme une époque qui avait sa propre régime d'authenticité, qui avait autant de mensonges. Donc, Donald Trump, dans sa manière de présenter tout ça vérité à lui, c'est toujours de dire que tout ce qui était venu avant lui était trompeur. The game is rigged. Tout a été rigged. Avant, l'élection is rigged. Les grands médias, ils contrôlent tout. Ils contrôlent une vérité. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment la question de l'historicité de la vérité. Quels sont les éléments dont on a besoin pour prendre la mesure de la différence historique entre un régime d'authenticité ou de vérité et un autre? Et relié à cette question-là serait, quels sont les éléments dont on a besoin pour penser l'historicité du vraisemblable? Car la fiction, dans ce mélange de vérité et de mensonge, est toujours toujours donné la charge de nous montrer une réalité du régime d'authenticité dans lequel il fonctionne. Donc, je trouve ça passionnant, vraiment, les deux présentations et comment ça marche ensemble. Je trouve que la question du régime d'authenticité que Jean-Marc a appris des gens qui ont pensé la question du patrimoine donne beaucoup de pistes de réflexion. Donc, je vous remercie. Je n'ai pas vraiment de questions, c'est plus un commentaire général. Oui, merci. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que
je pense que c'est intéressant, comme Nelly, tu l'as fait, de revenir au fondement même de la notion de fiction. À cet égard, ce qui m'arrive à l'esprit, c'est une des œuvres qu'on sait qui a fondé finalement tout le théâtre, la notion de fiction, c'est la poétique d'Aristote. Et dans la poétique, Aristote n'arrête pas de dire que la fiction ne représente pas le vrai. Il n'y a pas de relation entre fiction et vrai, il y a une relation entre la fiction et le vraisemblable. Et on est justement dans cette époque où je pense que la notion de post-vérité ne veut pas dire justement qu'on se place dans un... la notion de post-vérité va dans le sens de dire que la question de la vérité n'importe plus. C'est ça, il n'y a plus d'importance, il n'y a plus de poids dans la question de la vérité. On n'a pas besoin de savoir si c'est un fait ou non, ce ne sont pas les paramètres qui vont décider. Et Donald Trump, en fait, faisait toujours une mise en scène. En fait, pourquoi il a réussi à capter notre attention jour après jour pendant 4 ans? Il faut le faire quand même. Hein. Il n'y avait pas une journée dans les médias américains où on ne parlait pas des frasques de Trump. Et c'était, on le sait, délibéré. Donc, c'était un très grand attracteur d'attention. Et en contrôlant l'attention, peu importe si ce qu'il disait était vrai ou faux, il arrivait à capter finalement l'attention et on sait que tout se joue dans la visibilité des médias. Alors là, je dérive un petit peu des 2 présentations. Alors, écoutez, j'aimerais donc remercier tous les participants. Est-ce qu'il y a d'autres remarques que vous aimeriez faire? Donc, c'est d'une grande richesse, tout ce qui a été dit, évidemment. Et bon, je vais en profiter rapidement aussi pour vous dire que c'est notre 2e édition du séminaire. Ça commence très, très bien aujourd'hui et qu'on réfléchit parallèlement à une éditorialisation de l'ensemble des présentations. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas fait l'année dernière. On va le faire sur les interventions de l'année dernière aussi qu'on a enregistrées. Donc, et on va demander aux participants, Nelly, Jean-Marc, bien sûr, qui est co-chercheur dans le projet, on va certainement vous contacter parce qu'on réfléchit à des façons d'augmenter le séminaire. Donc, on ne veut pas se contenter d'enregistrer, mais on veut vraiment faire participer et créer une dynamique autour de ce séminaire également. Alors voilà. Rendez-vous la semaine prochaine oui. Avec un séminaire qui aura pour thème la simulation deepfake et intelligence artificielle avec une intervention de Vincent Bergeron et une autre de Massimo Leone. Oui. Voilà. Alors, donc, rapidement, ce que je pourrais vous dire, on a discuté beaucoup. Donc, je ne sais pas si la présentation que j'avais faite la semaine dernière au colloque H2PTM ont été mis en ligne, Gabriel. Donc, on a brassé beaucoup toutes ces questions. Puis, j'ai présenté notamment des deepfakes qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Et donc, cette présentation, donc, avec Vincent Bergeron, risque d'être fort intéressant parce que Vincent Bergeron, donc, a travaillé en particulier sur les aspects juridiques des deepfakes. Donc, vous savez, ces simulations par intelligence artificielle. Donc, ça risque d'être très intéressant. Je connais moins Massimo Leone, mais donc, on va continuer et on doit dire que pour nous, on continue le thème de la journée, justement, où il y avait des présentations à la BNF sur les chatbots, les agents conversationnels par intelligence artificielle. Donc, on était en plein dans notre sujet et c'est certainement trop tôt pour l'annoncer, mais le sujet a suffisamment intéressé certaines personnes de la BNF qui nous ont proposé sur l'heure du midi on devrait faire une exposition sur votre sujet parce que c'est trop passionnant. Alors, on verra si ça va amener une collaboration avec la BNF. Trop tôt pour le dire, mais j'avais envie quand même de le lancer comme ça. Alors, donc, écoutez, merci à tous pour votre participation. Jean-Marc, Nelly, je ne sais pas, je voudrais vous remercier. Donc, Jean-Marc, peut-être un mot de la fin? Non, mais merci à tout le monde et c'était très, très enrichissant. Merci beaucoup. Et donc, la présentation d'aujourd'hui va être enregistrée et sera disponible si vous voulez regarder. Merci à tout le monde. Et puis, merci donc, à toi, on espère, et on espère pouvoir vous revoir vendredi prochain, donc autour de l'intelligence artificielle et puis dans une autre des dimensions des puissances du faux, que moi, je mets au pluriel. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.